Effectivement, beaucoup de visages familiers, certains que j'ai pu côtoyer en débat, encore il y a quelques jours avec Jean-Gabriel Ganassia, par exemple à Sciences Po, à l'invitation de Sciences Po Terra Nova, quelques-uns de mes collègues qui sont venus me prêter main forte au moment de certaines des auditions dans le cadre d'une mission polymorphe au sujet de l'intelligence artificielle qui nous aura vu écouter au final au moins 250 acteurs concernés par le sujet. Intelligence artificielle, ce qui est bien, c'est qu'on y voit tout ce qu'on veut et en tout cas, ça interpelle tout le monde. Et il n'y a pas un secteur qui ne soit pas touché ou qui ne s'imagine pas touché par ce sujet. Et j'aimerais rappeler à quel point, insister à quel point ça partait d'un rêve. Intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui date d'il y a quelques années, c'est même pas quelque chose qui date de l'ère de l'informatisation de masse, c'est quelque chose qui date du milieu du XXe siècle. Le terme lui-même, comme Jean-Gabriel Ganassia aime bien le rappeler dans chacune de ses interventions, date de McCarthy et Minsky au milieu des années 1950, très peu de temps après la disparition d'Alan Turing, aujourd'hui considéré comme l'un des prophètes de la discipline. Il y avait un rêve qui était de développer des algorithmes extrêmement sophistiqués et qui était surtout de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre propre cerveau, notre intelligence, un sujet qui fait toujours l'objet de débats. Comment comprendre l'intelligence, comment comprendre le raisonnement, comment comprendre ce que c'est qu'une explication et derrière une représentation du monde. Au départ, il y avait l'idée que peut-être on peut décomposer la pensée humaine, l'intelligence, en un grand nombre d'opérations élémentaires et finalement l'amener à la portée de cet outil, l'informatique, l'ordinateur qui a été conçu pour mettre en œuvre n'importe quel programme mathématique. Au début, ça paraissait quelque chose de, pourquoi, pas trop difficile. Et finalement, ça s'est avéré d'une complexité considérable. Et l'intelligence artificielle a connu des hauts et des bas. Il y avait, chaque fois que la discipline progressait, ça a généré des nouvelles de science-fiction qui allaient avec, mais aussi des grandes interrogations sur l'avenir de la société. Le retour de certains mythes anciens, soit le golem, soit Frankenstein, ça dépend de vos références. Et puis, de temps en temps, au contraire, ça piétinait, ça n'avançait pas, ça reculait selon certains indicateurs. Alors on se mettait à plus dire qu'on faisait de l'IA, mais on va appeler ça optimisation ou analyse décisionnelle ou ceci et cela, systèmes experts, en évitant de prononcer les mots intelligence artificielle qui étaient devenus un peu paria. Et puis nous sommes actuellement dans une phase de montée très forte et dans une phase de bouleversement, d'incertitude et de mystère, il faut le dire. Et n'allez pas croire que nous sommes dans une situation où il y a ceux qui comprennent parfaitement de quoi il s'agit et les autres qui essayent d'avoir quelques lueurs. Même les meilleurs experts sont loin de comprendre tout ce dont il s'agit. Et quand on en a dans les débats des Yann Lequin, Yoshua Bengio, Jeff Hinton, qui ont été à l'origine, qui ont été parmi les personnages les plus importants de la Renaissance ces dernières années, ils vous disent avec beaucoup d'humilité, franchement, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, il y a des choses qui nous dépassent, il y a besoin de beaucoup plus de recherche pour vraiment comprendre l'affaire. Et pour illustrer cela, les mots-clés, les concepts qui tiennent le haut du pavé sont révélateurs. Aujourd'hui, on vous dit fréquemment que ce qui marche vraiment en intelligence artificielle, c'est l'apprentissage profond ou le deep learning, pour utiliser des mots anglais. Et beaucoup vont vous expliquer que c'est la méthode la plus efficace, celle qui va faire marcher votre entreprise, celle sans laquelle vous ne pouvez plus vivre. Mais il y a encore 5 ans, les meilleurs experts donnaient pas cher du deep learning. On vous disait même, et c'était des gens intelligents qui vous disaient ça, on a essayé les réseaux de neurones pendant 30 ans, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas, ça n'a rien donné, c'est une fausse piste. Et puis voilà qu'en 2012, une équipe basée sur des réseaux de neurones arrive à gagner un concours international d'intelligence artificielle et d'un coup, la technologie en question se retrouve relancée. Et d'un coup, ce qui semblait être une fausse piste s'est avéré être finalement quelque chose qui marche extrêmement bien. Et
Pourquoi ça marche extrêmement bien? Et là, ils vous diront, les experts, on ne sait pas. Ça marche beaucoup mieux que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il y a des images extraordinaires. Il y a quelques semaines, j'aime bien le répéter, mais ça m'a marqué, le responsable de la recherche d'un très grand acteur privé, du centre européen d'un très grand acteur privé du domaine, m'a dit « Le spécialiste d'intelligence artificielle d'aujourd'hui, il est comme l'alchimiste des temps anciens. » Il a toujours avec lui son précieux grimoire, plein de formules magiques qu'il a glanées ici et là. Quand on l'appelle sur un problème, il ouvre le grimoire à la bonne page, il trouve la formule magique qui va bien et vous dit voilà comment il faut résoudre le problème, avec tel paramétrage du réseau de neurones, telle et telle chose, et puis ça va fonctionner. Et effectivement, on constate que ça fonctionne, mais c'est une discipline qui est encore en terrible manque de concepts. Il y a ça fait partie de l'attrait aussi. Et quand on dit qu'il faut faire de l'intelligence artificielle aujourd'hui parce qu'il y a des enjeux économiques importants, parce qu'il y a des enjeux sociaux, culturels, et c'est vrai, mais il y a aussi des enjeux scientifiques fascinants. Et avant tout, si c'est intéressant de se lancer, enfin pour un scientifique, disons, si c'est intéressant de se lancer en intelligence artificielle, c'est parce qu'il y a énormément de choses encore à découvrir. On peut même dire que c'est l'une des rares étapes dans l'informatique où l'expérience précède la théorie, peut-être de très loin. Quand les premiers ordinateurs ont été mis au point, l'une des premières tâches qu'on leur a donné à faire, c'était de résoudre des équations différentielles. Un rêve qui datait de plusieurs siècles. Les équations différentielles, les équations dérivées partielles, on savait depuis le XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe et XIXe siècle, ça s'est vérifié, qu'elles gouvernent le monde, qu'on peut faire toutes sortes de prédictions importantes si on sait les résoudre, mais on ne pouvait les résoudre que dans des cas particuliers très simples ou de façon très qualitative. Et sont arrivés les ordinateurs capables de les résoudre de façon quantitative, avec précision, et ça a été un progrès extraordinaire. Il s'agissait là d'illustrer et développer des concepts qui avaient été introduits auparavant. Mais là, quand on se retrouve à devoir expliquer ce qu'on observe, ce que les experts observent dans la réalisation de leur programme d'apprentissage, on est démunis. Et on se dit que derrière, il y a des concepts qui sont encore en attente d'être découverts. Je vais insister aussi sur le fait que, en termes purement scientifiques, ça vient aussi avec un rebattage des cartes. Internes aux sciences, les statistiques qui, pendant très longtemps, ont été considérées, sans que ça se dise, il y avait une sorte de condescendance de beaucoup de sciences par rapport à la statistique. Dans les laboratoires de biologie, on se dit « Oh, pour interpréter les résultats, on ne va pas embaucher un statisticien, on va demander aux jeunes thésards d'appliquer le test du Qui2 et de voir si ça fonctionne. » Quand il y avait des grandes simulations climatiques, statistiques à interpréter, on se disait « Bon, les statistiques, on va les faire nous-mêmes, c'est pas la peine de demander à un expert de les interpréter. » Et est arrivé le moment, dans les années 80, où le département de statistique de Princeton a fermé, juste parce que c'était considéré comme pas assez hype, pas assez de développement. Et maintenant, c'est la grande revanche. Comme dans les nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle, en tout cas, pas les seuls, mais ceux qui actuellement tiennent le dessus du pavé, comme dans ces algorithmes, ces algorithmes sont très forts consommateurs de statistiques, ce sont les statisticiens qui, au sein des mathématiciens, sont les plus demandés par le secteur privé, ceux qui reçoivent les offres les plus intéressantes, les salaires les plus attractifs. C'est la filière dans laquelle la demande est la plus dure à satisfaire et un peu dans toutes les filières, justement, dans tous les cursus statistiques, il y a cette demande. On doit former plus d'étudiants, attirer plus de statisticiens et ainsi de suite. Et donc il y a ce débat scientifique qui s'écrit aussi derrière l'histoire actuelle de l'intelligence artificielle qui est intéressant. Et maintenant, je vais parler un petit peu au-delà du débat scientifique de la question des usages. Je disais tout à l'heure, ce qui est fascinant avec l'intelligence artificielle, c'est que tout le monde s'y retrouve. C'est un sujet qui interpelle tous les secteurs de la société et dans les discussions, dans les auditions de la mission intelligence artificielle, on voit vraiment défiler tout le monde. Des médecins, des juristes, des ingénieurs, des entrepreneurs, des philosophes, des constructeurs, des gros industriels. Vous avez de tout qui s'invite. Et il y a un côté universel, mais on constate aussi que très rapidement, la discussion se sectorialise. Et que, comme d'ailleurs c'était expliqué par le représentant d'IBM tout à l'heure, en fonction de l'entreprise avec laquelle vous travaillez, vous devez
recommencer une bonne partie du processus à zéro. Et dans la discussion, on voit que la discussion intelligence artificielle pour la médecine, elle est fort différente de la discussion intelligence artificielle pour droit, elle est fort différente de la discussion intelligence artificielle pour les transports, elle est encore différente de telle ou telle autre discussion. Et ce qui donne lieu à tout un panel de discussions dans lesquelles, à chaque fois, et c'est fascinant quand vous êtes dans la mission, vous devez vous immerger dans certaines problématiques du domaine. Pour les automobiles, on apprend, et chaque secteur aussi apprend des choses sur ses propres usages. Pour les automobiles, on a entendu les constructeurs nous dire un problème majeur que personne n'avait attendu, c'est la question de l'insertion. Insertion sur une bretelle autoroute, c'est un problème extrêmement difficile et beaucoup plus difficile que construire sur la route, et parce que c'est pas juste des automatismes, c'est une négociation, c'est de la théorie des jeux. Est-ce que tu me laisses la place? Non, c'est moi, oui, j'y vais. Il faut prévoir entre les trajectoires possibles et c'est très dur à modéliser. S'il n'y avait que des voitures automatiques, ça serait facile à régler, mais la cohabitation entre l'automatique et l'humain est délicate. Du côté du droit, discussion passionnante pour savoir comment on va démêler les nouveaux problèmes de propriété intellectuelle dans un contexte où souvent les algorithmes sont forts, les produits sont forts, pas forcément parce que les codeurs ont été plus malins que les autres ou parce qu'ils ont codé comme ceci ou comme cela, mais juste parce que les jeux de données sont meilleurs. C'était une citation dite fortement par Norvig, le patron de l'intelligence artificielle chez Google. Si nos produits marchent mieux, c'est pas parce que nos algorithmes sont meilleurs, c'est parce qu'on a des meilleures données. Plus grandes, mieux préparées, mieux classifiées, et ainsi de suite. Bon, ils ont des bons programmeurs aussi, ça fait pas de doute. Il y a un peu de provocation dans ce que disait Norvig. Mais quand même, on est sur un sujet où la première force, c'est la donnée. Et voyez, comment on va démêler après la propriété intellectuelle du produit? Est-ce que c'est le programmeur? Est-ce que c'est l'entrepreneur? Est-ce que c'est l'intégrateur? La personne qui a compilé les données? Les utilisateurs eux-mêmes, peut-être, qui ont droit à tous un peu de la propriété intellectuelle, qui sait? Et les questions nouvelles qui sont là sont fascinantes. Comment démêler nouveau droit peut-être qui va se créer, nouveau droit des données, bien sûr. Le GDPR, Jean-Gabriel, tu as eu des paroles un peu dures sur le GDPR. Il n'y a pas longtemps, j'avais en face de moi un haut responsable d'IBM me disant le GDPR est une bonne réglementation. Peut-être que c'était aussi pour expliquer à quel point IBM était ami avec l'Europe, à travers aussi le grand centre à Zurich et tout ça. Mais enfin, il me disait le GDPR est une bonne réglementation et je veux croire que au-delà des contraintes, il va y avoir toutes sortes de nouveaux usages qui vont se développer sur les nouvelles architectures qui permettront par design de protéger, la vie privée, le développement de nouvelles réglementations, nouveaux cas d'usage et ainsi de suite. Sur la question de la santé, c'est encore une autre discussion que vous allez avoir. Comment il faut revoir les questions de consentement éclairé quand on veut confier son dossier ou le droit d'utiliser son dossier à un hôpital ou à l'entité qui vous soigne. Comment est-ce qu'il faut gérer la question de médecine personnalisée? Est-ce que la personnalisation à outrance du traitement qu'on vous appliquez à coup d'algorithmes efficaces ne va pas conduire à une désolidarisation de la société, au sens où les assurances fonctionnent sur le principe d'une mutualisation du risque et donc sur le fait qu'il y a une certaine incertitude. Si on était capable de prédire exactement quand est-ce que vous allez tomber malade, quand est-ce que vous allez mourir, le système des assurances s'écroulerait. Alors, dans un système comme celui-ci, comment il faut repenser les choses? Comment il faut mettre en place les nouvelles architectures pour les données? L'un de nos intervenants dans les auditions nous racontait comment la PHP s'était emparée de la question des données, la mise en place d'une plateforme. Et comment il avait fallu des années pour trouver le bon montage en discussion avec la CNIL, discussion parfois un peu rugueuse, parfois très douce, mais aussi comment il avait fallu en interne s'organiser pour la communauté. Qui va décider qu'on donne les données à tel ou tel? Qui va décider comment on les classe, selon quels critères, et ainsi de suite. Ça, c'est une discussion en interne à la communauté qui ne peut pas être décidée par un extérieur au domaine. Et également, difficile, c'était la réalisation matérielle. Dans un contexte où le monde informatique est moins sûr que jamais,
où les meilleurs experts en cybersécurité du monde vous disent quand vous développez quelque chose, il faut avoir la sécurité en tête depuis le premier jour où vous commencez à réfléchir à l'architecture de votre affaire, même si vous avez l'impression que personne n'a intérêt à vos données. Dans un tel contexte, il faut faire extrêmement attention quand vous faites une grande plateforme de centralisation à bien boucher tous les trous de sécurité auxquels vous pouvez penser. Il y a de nouveaux droits qui se mettent en place, nouveaux usages, comme on parlait. Il y a un sujet derrière qui est que toute la société doit s'approprier ces évolutions dans les différents secteurs, au niveau de la culture, au niveau de nos usages, au niveau de la façon dont on y pense. Et quels sont les leviers d'action les plus importants pour s'approprier ces sujets ? Quand on écoute les différents acteurs, il y a des mots qui reviennent tout le temps, et parmi les mots qui reviennent le plus, c'est explication, formation. Explication parce que c'est un sujet qu'il faut expliquer à tous les niveaux. C'est un sujet dans lequel l'explicabilité des décisions ou l'explicabilité des résultats algorithmiques est fondamentale. Un avocat, un juge, même en admettant qu'il y ait un algorithme sophistiqué qui vous donne une décision probable en fonction du cas, en fonction de la jurisprudence, en fonction de tel et tel paramètre, a pour devoir de s'approprier entièrement le sujet dans sa décision qui, pour l'instant, telle qu'on la conçoit, est un humain jugeant des humains, et donc de comprendre ce qui s'est passé derrière les circuits de l'algorithme et pourquoi c'est tel ou tel résultat qu'il y a eu à la fin. Et même si on sait que les juges humains sont soumis à des biais, il y a des études qui sont très étonnantes par rapport à ça. On sait que sur certains cas, le jugement dépend de l'heure à laquelle le dossier arrive sur la table du juge, du temps par rapport au repas, que juste avant le repas, on est plus sévère que juste après. Il y a des études qui le démontrent dans certains cas, ce genre de choses. Et donc on se dit peut-être que la machine, après tout, elle serait plus objective dans certains cas, à condition d'avoir été nourrie aux bonnes données non biaisées, certes. Mais la société, certainement, n'est pas prête à accepter qu'un humain soit jugé par un algorithme. Et donc, il y a cet enjeu considérable de l'explicabilité. De la même façon, explicabilité d'un diagnostic pour les experts, explicabilité de savoir comment fonctionnent les algorithmes pour les véhicules automatiques, pouvoir démêler les responsabilités en cas d'accident, savoir si le défaut est dû à un problème d'équipement ou un problème d'algorithme ou de qui sait quoi. Explicabilité pour les experts, mais aussi explicabilité pour les décideurs. On a vu que c'est un sujet qui va s'intervenir dans les discussions sur la loi, les discussions sur les données, sur l'économie. On a fait, avec la mission, on a fait l'exercice, on a regardé tous les ministères en se demandant lesquels ne vont pas être impactés par l'IA. On n'a trouvé aucun. Dans chaque secteur, chaque ministère, il y a un sujet qu'on voit arriver sur lequel c'est important. Même dans la culture, même dans les sports, partout. Partout, c'est un sujet et il y a un vrai sujet donc, de formation des décideurs et formation de l'administration. Et qui est un vrai enjeu. Et au moment où on rendra notre rapport, on n'a pas le droit de dire juste il faut que la compétence soit acquise, il faut que le pouvoir politique soit plus au courant. On aura pour devoir de proposer, de dire faire ceci, faire cela, travailler avec les institutions. On a fait passer un questionnaire à tous les ministères justement en la matière. Où en êtes-vous dans la réflexion? Est-ce qu'il y a un référent qui est nommé? Est-ce qu'il y a un service qui est capable de faire ça? On a en tête aussi que certainement il faut ce genre de modèle où, quand vous avez différents secteurs, chaque secteur s'approprie la compétence, mais en même temps il y a un référent extérieur qui est capable d'accompagner les uns et les autres, de protéger éventuellement les décisions des uns et des autres, dans un contexte où une administration donnée, quel que soit le type d'administration, est souvent prompt à éliminer l'innovation interne qui pourrait faire basculer ces comportements. Donc il y a un vrai enjeu là de formation des décideurs au sens large. Et puis il y a un enjeu de formation des citoyens. Parce que si les choses ne sont pas expliquées, elles seront refusées.
elles seront refusées au niveau de la loi ou elles seront refusées au niveau des expérimentations. On verra apparaître des comportements du même genre que ceux qu'il y a pour les expérimentations OGM. Je ne suis pas en train là de dire que c'est bien ou mal les expérimentations OGM, mais de constater que c'est un sujet sur lequel les expérimentations ont fait l'objet de rejets forts de la part de certains secteurs de la population. Et on aura des phénomènes du même style si les choses ne sont pas expliquées. Si les problèmes ne sont pas aussi identifiés, si les dangers ne sont pas mis sur la table, parce que c'est important de parler des dangers en les nommant et en les analysant pour vérifier qu'on ne va pas dans cette direction, on voit arriver, surtout aux États-Unis, une littérature, un vent contraire à l'intelligence artificielle qui commence à émerger, qui n'est pas du tout comme la première vague, on va dire, qui était un peu dans un rejet du style, on ne va pas se faire dominer par l'algorithme, on ne va pas accepter de se faire, de perdre notre humanité. Là, il y a une deuxième vague, beaucoup plus techno, si je puis dire, portée par des gens qui ont été aux manettes, qui ont un profil de mathématicien, d'algorithmicien, et qui disent « Attention, l'IA n'est pas une panacée, c'est comme n'importe quelle arme efficace. Si on s'en sert avec de mauvaises intentions, ça peut être ravageur, ou si on s'en sert sans avoir les bonnes précautions, ça peut être ravageur. » Et il vous donne des cas d'école. L'ouvrage de Cathy O'Neill, que je cite souvent, qui est paru il y a 1 ou 2 ans, a fait l'objet d'une gifle en la matière. C'était une experte en la matière qui disait, voilà comment, dans telle et telle situation, l'intelligence artificielle peut participer à saper la démocratie et le lien social. Et donc, il faudra être attentif à éviter justement ces dérives et à dire l'IA, c'est bien, pourvu qu'on s'en serve bien. Et qu'on l'utilise à bon escient, ça veut dire sans faire d'erreurs de méthodologie, ça veut dire avec les bonnes bases de données, avec les bons échantillons non biaisés, en même temps qu'on s'en serve avec des buts qui soient des nobles buts, si je puis parler avec un tout petit peu d'emphase. Donc cette explication est très importante. On a un cas d'école en ce moment, remarquable sur ce qui peut arriver quand un algorithme est mal expliqué, c'est APB. On voit ici et là dans les journaux, il y a quelques jours, c'était dans la une d'un grand quotidien français, APB, Louvois, les logiciels qui déraillent ou qui sait quoi. Ça n'a aucun sens une présentation comme ça. Louvois est un logiciel avec des bugs, des choses qui ne marchent pas, des incohérences, mais APB c'est un algorithme qui fonctionnait exactement pour ce pourquoi il avait été programmé et qui appliquait la bonne solution théorique, la solution juste, la solution impeccable par rapport aux attentes qu'on en avait. Mais dans un contexte où la puissance publique avait été incapable d'anticiper le fait que les contraintes légales rendraient obligatoire à un moment donné le recours au tirage au sort, on voit bien que les équipes de développeurs ont alerté à plusieurs reprises la puissance publique. Qu'est-ce qui va se passer quand on va être obligé d'utiliser le tirage au sort? Et la puissance publique a été incapable de répondre. On est dans un contexte où les équipes aux manettes en termes de programmation n'ont pas réussi à expliquer ce que faisait leur algorithme en des termes que tout le monde comprenait. Et l'administration n'a pas réussi non plus à publier l'algorithme quand on lui a demandé, ce qui a eu des effets ravageurs sur la confiance. Et dans un contexte où les utilisateurs n'ont pas réussi à s'approprier ce que faisait l'algorithme, et on a vu apparaître, fleurir toutes sortes de stratégies absurdes de contournement de l'algorithme. Je ne vais pas mettre mon vrai premier vœu en première position, mais plutôt en troisième, parce que ça va faire comme ci, comme ça. Et à la fin, personne n'en était satisfait. Finalement, on sacrifie l'algorithme. C'est un peu la victime expiatoire. On se dit qu'on va changer les choses. Alors, il y a certaines raisons qui sont bonnes aussi pour passer à un contexte complètement différent. Mais on est dans un contexte où l'une des raisons pour lesquelles on se sépare de l'algorithme, c'est parce qu'on n'a pas réussi en tant que société à s'approprier, à s'expliquer ce qu'il faisait. Et ce n'est pas du tout une bête bataille entre le scientifique et le politique. On est dans un contexte où le directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est un parcours d'informaticien professionnel. C'est quelqu'un qui comprend parfaitement l'usage, l'enjeu et ce pourquoi l'algorithme était fait. On est là sur une question d'explication et d'acceptabilité. Alors, ça va être, j'en arrive au terme de ce petit panorama. Derrière l'explication, il y a l'acceptation, il y a le fait bien sûr qu'au-delà, l'IA, on veut en faire d'une façon qui soit passionnante, parce qu'il y a des grands enjeux scientifiques, économiques et innovatifs derrière. On veut le faire aussi d'une façon qui soit juste, et on veut le faire d'une façon qui associe
tout le monde. Les questions d'inclusion, oui. On veut de l'IA qui servent aussi à réduire les fractures sociales, qui servent à aider dans le domaine du handicap, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation. On veut de l'IA qui participe à diminuer les inégalités hommes-femmes. On veut de l'IA qui serve à tous ces buts. De l'IA qui serve par exemple à détecter des fraudes, à détecter des biais, à détecter des pratiques discriminatoires. C'est très important de le faire ça avec tout le monde. Une dernière remarque, justement, pour répondre à cette question. Jean-Gabriel, tu disais que dans le temps, il y avait beaucoup plus de mathématiciennes que maintenant. Tu dis, je ne sais pas pourquoi. Moi, je vais donner une raison majeure pour laquelle le chiffre a évolué, le nombre a évolué à la baisse. Cette raison majeure, c'est la fusion des ENS de Sèvres et Ulm, bien sûr. On est passé d'un système avec une voie réservée aux filles, 1984. Synthèse, on a passé à une situation où il y avait une voie réservée pour les filles, une voie réservée pour les garçons, ou en pratique, disons, la voie vers laquelle se tournaient les garçons. Et il y a eu cette fusion. Alors on comprend, on s'est dit, dans les années 80, on est dans une situation archaïque, on va évoluer vers la mixité. Ça n'a plus de sens, on n'a plus d'écoles de garçons, des écoles de filles, on va fusionner tout ça. Sur le papier, c'était un progrès social. Dans la pratique, dans les résultats, ça a été une régression très claire. En termes de les chiffres, les proportions de mathématiciennes ont chuté. Et on n'a jamais réussi à rattraper ça. Et ça fait 25 ans que j'assiste aussi au débat disant important qu'il y ait plus de femmes en mathématiques, c'est important qu'il y ait plus de femmes en informatique. 25 ans. En titre de directeur de l'Institut Poincaré, on a participé à plein d'actions, des actions incitatives, des défis. Ça m'est arrivé de donner des cours devant des assemblées de femmes, dans le cadre de colloques de femmes, colloques de jeunes filles et tout ça. Et les résultats, pour l'instant, sont très, très maigres. Il y a un espoir, peut-être, qu'en arrivant à mettre ce dossier encore plus sur le plan de la culture, effort global de la nation, qui sait quoi, on puisse s'en emparer. Mais il ne faut pas s'interdire des actions, de l'affirmative action, comme on dirait de l'autre côté de l'océan, et des actions ciblées. On est sur des buts extrêmement importants, qui est la cohésion de la société, le fait d'avancer ensemble, et il ne faut pas que les grands principes nuisent à l'efficacité en la matière. Voilà, grands principes et efficacité, on aura en tête de faire une synthèse de tous ces objectifs dans notre rapport, et on aura en tête, et c'est important pour nous, que le rapport final ne s'adresse pas que aux politiques ou aux décideurs, mais aussi à tout le monde, et qu'à la fin, il prendra la forme d'un ouvrage grand public, d'un document audiovisuel dans lequel on pourra parler de nos conclusions, de nos auditions, de la vision qui s'est développée au cours de cette mission à travers l'équipe que j'ai l'honneur de coordonner. Je vous remercie.